Est-ce qu'il y a un privilège blanc en France? Non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il y a un discours dans ce pays, moi, qui me semble dangereux, celui qui tourne autour du privilège blanc et qui me semble aller à rebours des valeurs qui sont celles de notre République. C'est celui d'avoir travaillé dans les mines au 19e siècle à 12 ans. Ça, c'est un privilège blanc. Ça doit être une hypothèse de recherche que beaucoup d'éléments semblent prouver a priori. C'est à partir de cette hypothèse de recherche que, comme Webb Dubois l'a fait, qu'il faudrait en France mener une recherche systématique pour montrer où, comment et en quoi il y a un privilège blanc. La généalogie de cette notion vient vraiment de Peggy McIntosh. Dans son article qui vraiment a fait date et qui continue à être cité, elle dit que c'est le fait pour certains groupes catégorisés comme blancs de ne pas être confrontés au racisme et d'avoir des avantages qu'ils n'ont pas gagnés par leur effort personnel, mais dont ils ont hérité et qui peut potentiellement les mettre dans une position de domination. La question des contrôles aux faciès et du rapport à la police pourrait être une des pistes qui a été sourcée, qui a été là où on a des données chiffrées, qui pourrait nous permettre de parler de privilèges dans le sens où des populations catégorisées d'hommes, de jeunes hommes catégorisés comme noirs et arabes subissent 20 fois plus, selon le défenseur des droits, de contrôle aux faciès par rapport à des personnes qui sont catégorisées comme blanches. Donc là, clairement, on voit que ce que décrit Peggy McIntosh et que des sociologues commencent à systématiser dans leur analyse depuis des décennies s'applique au moins en partie en France pour ce cas précis du contrôle aux faciès et des rapports à la police. Le terme privilège est remis en question déjà par l'auteur de l'article Peggy McIntosh qui a disséminé, qui a diffusé cette notion. Elle dit que peut-être qu'il ne s'agit pas de privilège, puisque ce n'est pas forcément une position enviable. Dans certains cas, c'est simplement lié au rapport minorité-majorité. Dans d'autres cas, c'est une condition de privilège qui devrait être la norme pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas nécessairement dans ce sens-là d'un privilège. Donc elle parle vraiment d'avantages indus, non justifiés, et de positions de domination. La notion de whiteness traduite par blanchité en français tente à montrer qu'il y a une construction de ce que c'est être blanc. On utilise ces catégories au quotidien, blanc-noir, en pensant que c'est objectif, qu'il y a des personnes noires, des personnes blanches. Les études critiques sur la blanchité et sur la question de race, comprise comme construction sociale, bien sûr, montrent que c'est le fruit d'une histoire coloniale, esclavagiste, qui va catégoriser comme blancs certains individus, notamment dans le cadre de l'esclavage colonial, et associer le type physique européen défini comme blanc avec une position de libre et une position de privilégié, et considérer que les personnes, à contrario, qui sont catégorisées comme noires, qui sont des descendants de captifs africains, sont par essence inférieures et doivent être esclavisées, mises en esclavage. Et lorsqu'elles ne le sont pas esclavisées, elles sont toujours considérées comme inférieures aux personnes catégorisées comme blanches. C'était le cas aux États-Unis et avec toute l'histoire de la ségrégation, ça a continué. Mais c'était le cas également dans les anciennes colonies françaises, notamment à Saint-Domingue devenu Haïti, en Guadeloupe et en Martinique, à La Réunion. Donc la blanchité, c'est de montrer comment en fait se construit une identité de blanc. Ce n'est pas une essence, c'est une société, c'est une histoire qui conduit à donner du sens à ce que ça signifie être blanc. Et les études critiques de la blanchité montrent comment c'est construit justement. Dès les années 50,
on le sait peu, hein, mais il y a des écrits de Michel Leiris, notamment anthropologue français, qui dénonce l'usage qui est fait par les franges conservatrices en Guadeloupe et en Martinique, que ce soit des descendants de colons ou de hauts fonctionnaires qui viennent de France hexagonale, qui dénoncent les revendications antiracistes des militants en les traitant de racistes anti-blancs. Et il y a des réflexions depuis cette période-là, et même avant, sur la domination blanche aux Antilles durant la période de l'esclavage et pendant tout le long du XXe siècle. Ce qui s'est passé récemment, c'est que après que les descendants de migrants originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord aient posé la question du racisme sur le sol hexagonal français, génération après génération, des militants antiracistes, des personnes qui étaient mobilisées dans des mouvements antiracistes, ont commencé également à s'intéresser à la dimension véritablement raciste et raciale des rapports sociaux en France. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire remonter aux années 2000, les émeutes urbaines de 2005 ont marqué un tournant à ce niveau-là dans la sphère universitaire et dans la sphère politique, et plus précisément antiraciste, tournant durant lequel on a commencé à aborder de front la question de la race, comprise comme construction sociale, ou de la racialisation des rapports sociaux en France, qui existaient déjà en fait, hein, qui n'ont pas été inventés ni par ces militants, ni par les universitaires qui s'intéressent à ces questions, mais qui a été explicité par le contexte, en fait, le contexte politique et social. Le souci de l'utilisation politique de la notion de privilège blanc, c'est qu'elle a tendance à schématiser la réalité et elle a tendance à dichotomiser, à rendre la réalité quelque peu binaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que si on dit privilège blanc, c'est que tous les blancs sont privilégiés, sans nuance, sans intégrer la question de la classe sociale, du contexte, puisque les États-Unis, ce n'est pas la même chose que la France, et Paris, ce n'est pas la même chose que Pointe-à-Pitre. Sans contextualiser, on va ainsi proposer une lecture très générale et globale du privilège blanc. Donc ça, c'est une des limites de la notion. Lorsqu'on dit juste « les blancs sont privilégiés », s'il y a les blancs d'un côté, il y a les noirs de l'autre. Et ce sont des catégories qu'on va quelque part sédimenter, solidifier. Alors ce qu'on veut précisément, c'est de leur faire perdre de leur force politique dans un combat antiraciste. Et en tant que chercheur, déconstruire, montrer comment ça a été mis en place. Si une personne blanche est dans une position sociale avantageuse, peut-être que dans sa trajectoire sociale, elle a été avantagée du fait d'être blanche ou parce que d'autres ont été discriminés. Donc l'idée, c'est de prendre conscience pour les théoriciens du privilège blanc de ces mécanismes-là au quotidien, et accepter, en fait, de perdre une partie de son pouvoir tout en étant solidaire à des luttes antiracistes, féministes, etc., pour permettre aux autres personnes dominées ou dans une situation désavantagée, leur permettre, en fait, d'acquérir les mêmes avantages qui, encore une fois, devraient être la norme et non pas l'exception.